Mesdames et messieurs les élus, je ne sais pas s'il y a des dames parmi les élus d'ailleurs. Si, très bien, voilà. Et Monsieur le Président, chers collègues, chers amis, je vais en vérité vous résumer mon livre, L'innovation destructrice, ça vous évitera de l'acheter et peut-être même de le lire. Comme ça, vous saurez ce qu'il y a dedans en gros. Attendez, c'est pas un sketch, j'essaye simplement de... Voilà. Je regarde l'heure pour ne pas parler trop longtemps. Voilà. Donc, j'ai écrit un livre sur l'innovation et qui est en fait entièrement destiné à défendre l'idée d'innovation, mais à la défendre paradoxalement en examinant d'abord les freins que la logique de l'innovation, qui est la logique des sociétés capitalistes, suscite inévitablement, et qui sont beaucoup plus compliqués, beaucoup plus profonds, ces freins, ces réticences, ces résistances qu'on ne l'imagine d'ordinaire, notamment dans les milieux libéraux, dans les milieux de l'entreprise, où on pense que, pour aller vite, je vais parler un peu brutalement, mais c'est pour être clair, on pense que les freins à l'innovation viennent essentiellement d'un côté des charges de l'État, du poids de l'État, des tracasseries administratives. C'est d'ailleurs pourquoi on est en train aujourd'hui d'essayer de simplifier, de faire un choc de simplification, mais ou alors on pense qu'il y a des résistances syndicales, du côté de la CGT en particulier, et je voudrais vous montrer que les résistances à l'innovation sont infiniment plus profondes, encore une fois, que simplement le poids de l'État, des impôts, des tracasseries administratives, ou les résistances du côté des syndicats. Je pense qu'on a là une analyse qui est encore trop superficielle, et je voudrais encore une fois essayer de vous expliquer ça très rapidement en donnant quelques exemples. Premier point, l'innovation depuis le XVIIIe siècle, depuis que le capitalisme s'est mis en marche dans les vieilles sociétés européennes, l'innovation a apporté des bienfaits absolument extraordinaires. Je vous donne simplement 2 ou 3 chiffres, mais qui sont, je crois, très significatifs et assez impressionnants. Depuis qu'on a des statistiques sur l'espérance de vie des Français, en gros, les statistiques fiables, ça commence au milieu du XVIIIe siècle, il faut savoir que notre espérance de vie a été multipliée par 3. Ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. Nous vivons 3 fois plus vieux qu'au milieu du XVIIIe siècle, et en plus on vit beaucoup mieux, avec une qualité de vie bien supérieure. Encore une fois, ça n'était jamais arrivé depuis l'aube des temps, depuis les débuts de l'humanité. Et quand je regarde l'époque où Victor Hugo publie Les Misérables, en 1863, l'espérance de vie est à l'époque de Victor Hugo de 37 ans. Donc on a là vraiment quelque chose qui est lié aux innovations scientifiques, médicales, mais aussi sociales et politiques, c'est très important. Dans le même temps, le vrai niveau de vie des Français a été multiplié par 20. Je regardais le livre de mon camarade Daniel Cohen, peut-être vous l'avez lu, La prospérité du vice, qui est un livre tout à fait remarquable sur l'histoire de l'économie, mais aussi sur les problèmes actuels. Et Daniel Cohen, qui n'est pas suspect d'être un apologète du capitalisme moderne, estime que depuis notre enfance, puisqu'on est né la même année, depuis les années 50, eh bien, le niveau de vie réel des Français, le vrai pouvoir d'achat des Français a été multiplié par 3. Donc on a là des résultats qui sont formidables. Et depuis le XVIIIe siècle, par 20. Vous voyez à quel point les choses ont progressé grâce, encore une fois, aux innovations médicales, techniques, scientifiques, mais aussi, j'y insiste, sociales et politiques. Je reviens d'un congrès de médecins, des pathologues sur l'hépatite C. L'interféron, c'est fini. L'hépatite C est quand même vraiment une maladie gravissime. On a trouvé maintenant une molécule qui permet de guérir l'hépatite C à 97%, c'est-à-dire quasiment à 100%, en moins de 12 semaines. Voilà des révolutions, des innovations qui sont extraordinairement utiles, qui vont bouleverser en bien la vie de centaines de milliers de personnes, de familles dans le monde. Et la question que je me suis posée dans ce livre, c'est la question de savoir pourquoi l'innovation suscitait tant de réticences, tant de réflexes d'hostilité. Et je pense qu'il y a des bonnes raisons, ou en tout cas des raisons de fond. Et encore une fois, c'est de cela que je voudrais vous parler. Mais avant, permettez-moi un tout petit rappel sur les bases de l'économie capitaliste. Et ça touche d'ailleurs un débat politique actuel à l'intérieur même du Parti socialiste. Je ne veux pas faire de politique politicienne, ce n'est pas le lieu et je n'en ai pas le goût, mais c'est précisément le débat qui oppose aujourd'hui ceux qu'on appelle les frondeurs et notre Premier ministre Manuel Valls. Et au fond, on a dans ce débat quelque chose qui, pour une fois, dans un débat politique, renvoie à des vraies questions de fond, qui est l'idée qu'il y a dans les sociétés modernes, dans les sociétés de marché, les sociétés capitalistes,
Là aussi, je vais y aller un peu à la hache, mais c'est pour qu'on se comprenne, qu'on ait la même chose dans la tête pour aller plus loin. Il y a deux logiques de croissance. Il y a une logique, disons, néo-keynésienne, une logique de croissance qui consiste, et qui est d'ailleurs une vision non tragique de l'économie, c'est une vision où tout le monde est gagnant, qui consiste à dire en gros la chose suivante, je simplifie, mais c'est quand même l'essentiel du discours néo-keynésien aujourd'hui, donc à la gauche de la gauche et chez les frondeurs, l'idée est la suivante, c'est qu'il faut commencer par augmenter les bas salaires, qu'une politique de rigueur casse la croissance, donc il faut augmenter d'abord et avant tout les bas salaires. Si on augmente les bas salaires comme on a affaire à des ménages qui sont relativement pauvres, pour parler simplement, l'argent qu'on met en plus dans ces ménages, si je puis dire, il va aller directement dans l'économie, donc les carnets de commandes des entreprises vont se remplir, parce qu'on va dépenser l'argent, et donc les entreprises vont créer des emplois pour répondre à la demande, et l'État lui aussi sera content, si je puis parler aussi simplement, puisque d'abord il y aura moins de chômeurs à indemniser, et en plus les taxes rentreront dans les caisses pour réduire les déficits publics. Et d'ailleurs, dans cette logique-là, on insiste sur le fait que les politiques de rigueur n'aboutissent pas au bon résultat puisque les déficits publics continuent à augmenter, ce qu'on voit d'ailleurs. Hein. Donc les déficits publics continuent à augmenter et la croissance est cassée. Et donc l'idée keynésienne ou néo-keynésienne, c'est relancer la croissance en injectant de l'argent dans l'économie par l'intervention de l'État et notamment en commençant évidemment par les bas salaires. Donc vous voyez que dans cette vision que j'appelle non tragique, tout le monde est content puisque les employés des entreprises voient leur pouvoir d'achat augmenter, les chefs d'entreprise voient les carnets de commandes se remplir, l'État voit les déficits publics se réduire, et donc il faut vraiment avoir mauvais fond pour pas aller dans cette direction. Ainsi plaident les frondeurs contre la politique de rigueur mise en place par Manuel Valls et qui au fond, met la droite en difficulté parce qu'ils sont d'accord avec lui, pour dire les choses simplement. Et ont beaucoup de mal à critiquer Manuel Valls. Et donc, évidemment, la gauche de la gauche dit il fait la politique du MEDEF. Donc, tout ce débat est sur la table. Encore une fois, je ne rentre pas dans le débat politicien. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a derrière et ce qui est fondamental. Pourquoi cette logique-là, du point de vue capitaliste, du point de vue des sociétés modernes, ne marche pas? Il y a trois raisons qui sont évidentes pourquoi on ne va pas dans cette direction-là. D'abord, les marges des entreprises françaises sont très faibles, notamment les marges des PME sont très faibles par rapport aux entreprises allemandes. Selon les meilleurs économistes, on considère que les marges bénéficiaires qui permettraient d'aller vers l'investissement innovant sont 30 à 40% inférieures en France à ce qu'elles sont en Allemagne. Et donc, quand on a des marges bénéficiaires faibles, investir dans l'innovation, c'est prendre des risques. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, évidemment, c'est que dans le contexte de la mondialisation, de la globalisation, là je reviens, j'étais en Chine hier encore, la question du coût du travail compte quand même dans l'ensemble de la compétitivité. Et évidemment, on a affaire à un pays, la Chine en particulier, 1,5 milliard, peut-être un peu plus d'habitants, avec des salaires de misère, c'est même pas le 19e siècle européen, avec des horaires inimaginables chez nous, des horaires de travail quasi sans fin, et donc on a des entreprises avec en plus un système politique totalement autoritaire et policier, ce qui fait que c'est vraiment le pays, le seul pays au monde qui soit absolument néolibéral, donc pas de syndicats, pas de partis politiques, pas de charge sociale, zéro charge sociale sur les entreprises, et donc un système absolument libéral et même néolibéral avec une compétitivité qui nous pose évidemment quantité de problèmes dans le domaine du textile par rapport à la Chine. On est carbonisé, on peut être bon que dans l'économie d'innovation justement, mais pas dans l'économie d'imitation. Et puis il y a une troisième raison que Helmut Schmidt m'avait déjà exposée en 83 quand la gauche au pouvoir avait justement mis en place une politique de relance par la consommation, donc cette fameuse politique néo-keynésienne. Helmut Schmidt m'avait dit votre président est fou, tout l'argent que l'État français met dans l'économie en augmentant les salaires, en essayant de faire une politique de relance par la consommation, tout l'argent vient chez nous, Allemands. Voyez bien l'idée c'est que l'argent n'est pas fléché. Quand vous mettez de l'argent dans l'économie, ça ne veut pas dire que les gens vont acheter français. Et donc, mettre de l'argent dans l'économie ne suffit pas forcément à remettre en état de compétitivité un appareil de production qui ne l'est plus. La désindustrialisation de la France est le problème numéro 1 aujourd'hui. Si j'étais ministre de l'économie et des finances, qui heureusement pour nous tous n'arrivera pas, ce serait quand même mon premier sujet de préoccupation. Comment relancer l'investissement innovant? Et pourquoi ça freine?
Et donc, à partir de là, un deuxième grand économiste prend le relais de Keynes. C'est Joseph Schumpeter, c'est à mes yeux le plus grand économiste de tous les temps, c'est un type vraiment génial, un drôle de bonhomme, d'ailleurs assez particulier, un peu étrange, mais qui développe une idée qui est fondamentale, c'est qu'à partir d'un certain seuil où la relance de la consommation a fait son travail, si je puis dire, parce qu'il en faut quand même, évidemment. S'il n'y avait pas d'argent dans l'économie, il n'y aurait pas d'économie non plus. Mais à partir d'un certain seuil, je pense qu'en France, on l'a en gros à peu près atteint, c'est l'innovation qui tire la croissance. Pourquoi? Ça paraît une tautologie, mais ça ne l'est pas, parce que l'innovation rend obsolète tout ce qui est ancien. Et donc l'innovation renvoie ce qui est ancien soit à la poubelle, soit au musée, et soit qu'elle nous oblige à acheter. Par exemple, quand l'iPhone 5 change la connectique, on est obligé d'acheter des chargeurs nouveaux, des connectiques, des adapteurs nouveaux, etc. Soit qu'on nous oblige par l'innovation, mais là c'est un peu plus du racket que de l'innovation véritable, mais soit qu'on nous oblige à acheter du nouveau, soit qu'on nous tente d'acheter du nouveau, ce qui est évidemment la logique positive de l'innovation. Dans tous les cas de figure, c'est l'innovation qui, rendant obsolète tout ce qui est ancien, nous oblige en permanence, ou nous invite en permanence, ou nous incite en tout cas à acheter des nouveautés. Donc c'est l'innovation qui tire la croissance. Et donc quand l'innovation dans une économie est en panne, eh bien tout va mal. Voilà, chômage, déficit public, et c'est le problème numéro 1 de la France. C'est très évidemment cette absence d'investissement innovant qui entraîne toutes les difficultés, en particulier le chômage, mais aussi les déficits publics. Et donc la grande question de l'économie française, et c'est ce que je pense Manuel Valls a parfaitement compris, c'est comment relancer les investissements innovants. Et donc du coup, comment lever les freins à l'innovation? D'où viennent-ils? Et c'est là que ça commence à être intéressant. Je sors des banalités, mais c'était juste, encore une fois, pas pour vous apprendre des choses, mais pour qu'on ait le même schéma en tête pour aller plus loin. Le problème, c'est que, et ça, Schumpeter l'analyse déjà très bien. Schumpeter était professeur d'Autrichien, était professeur à Harvard, la grande université américaine, dans les années 40. Et donc il invente ce concept d'innovation, non pas d'innovation destructrice, il dit destruction créatrice. Bon, juste une toute petite parenthèse sur l'expression, une petite parenthèse sémantique. Moi, je dis plutôt innovation destructrice. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas la destruction en tant que telle qui est créatrice. Pour prendre un exemple idiot mais qui est parlant, j'ai fait tomber l'autre jour mon iPhone 4 dans l'évier. Ça n'a pas créé le 5 pour autant. C'est pas la destruction. En revanche, quand on invente le 5 ou le 6, ça rend le 4 obsolète. C'est donc l'innovation qui est destructrice de l'ancien et pas la destruction qui est créatrice du nouveau. Donc il vaut mieux parler d'innovation destructrice plutôt que destruction créatrice. Je ferme la parenthèse, mais c'est la même idée. Et donc ce que Schumpeter voit déjà très bien dans les années 40, c'est qu'à la fois l'innovation est vitale, pour les raisons que je viens de vous dire. C'est elle qui tire la croissance, puis c'est elle qui apporte des bienfaits à l'humanité, mais en même temps, les grandes innovations multi-usages, c'est-à-dire les grandes innovations tous azimuts, l'imprimerie, l'électricité, la vapeur, l'Internet, évidemment, c'est-à-dire les innovations qui vont changer nos vies dans tous les domaines. Alors ces innovations-là, dans un premier temps, elles sont calamiteuses. Et c'est là que ça commence à coincer. Et je vous donne quelques exemples. Premier exemple, dans le domaine même de l'économie. Et c'est là que je disais, il faut aller plus loin que le discours habituel du MEDEF ou le discours des libéraux, qui par ailleurs n'ont pas tort. Mais il ne suffit pas de dire c'est l'État qui empêche l'innovation ou c'est les syndicats qui bloquent. Non. Intrinsèquement, dans le monde même de l'entreprise, dans le monde libéral lui-même, l'innovation pose des problèmes. Pourquoi ? Parce que dans un premier temps, les grandes innovations, toutes les grandes innovations multi-usages, je ne parle pas des petites innovations locales, mais celles qui bouleversent nos vies dans tous les domaines, eh bien, dans un premier temps, les grandes innovations multi-usages, elles créent de la décroissance, du chômage et des inégalités. Prenons l'exemple le premier, celui de l'imprimerie, Gutenberg. Eh bien, selon les meilleurs économistes, les historiens de l'économie, lorsque Gutenberg invente la fameuse machine à imprimer, eh bien, on estime qu'une machine à imprimer, elle met au chômage 200 copistes. Eh bien, figurez-vous qu'ils le prennent mal.
Je pense que comme moi, vous avez appris au lycée ou au collège ce que c'était que la révolte des canuts à Lyon. C'est exactement la même chose. Quand on invente les machines à tisser, les ouvriers tisserands lyonnais jettent les machines à tisser dans le Rhône ou dans la Saône parce qu'ils disent « mais ça nous vole nos emplois ». Je traduis, je parle de l'imprimerie, la révolte des canuts, je traduis dans le langage d'aujourd'hui. Si j'étais libraire, je détesterais Amazon. Il y a 3000 libraires en France, c'est un parfait exemple. Il y a 3000 libraires en France, combien y en aura-t-il dans 10 ans ? 300, 30, je ne sais pas. Mais en tout cas, il va leur arriver exactement la même chose que ce qui est arrivé aux disquaires. Quand j'étais gamin, on allait voir les disquaires à Paris. Il y en avait 4, 5, 6 qui étaient très, très célèbres. On allait écouter les disques. Tout ça a disparu. Et donc, de la même manière, les libraires vont disparaître parce que Amazon, c'est moins cher et beaucoup plus pratique. Et donc, on aura tout un réseau de librairies. D'ailleurs, elles font faillite les unes après les autres. Et celles qui resteront, ce sont les librairies qui auront innové. C'est-à-dire qu'ils auront installé, que sais-je, un salon de thé, feront venir des signatures. Enfin, il faudra qu'elles inventent quelque chose, une animation. Mais il est évident que les librairies vont très, très largement disparaître dans les années qui viennent. Et comme le dit Schumpeter d'une formule que peut-être vous garderez à l'esprit parce qu'elle est très forte, il disait « ce sont rarement les fabricants de bougies qui deviennent des fabricants d'ampoules électriques ». Bien, de la même manière, ça veut dire qu'il y aura très peu de libraires qui vont travailler chez Amazon. Ce n'est pas les mêmes métiers. Et ils ne vont pas se reconvertir dans Amazon. Ce n'est pas vrai. De la même manière, mais je pourrais vous donner beaucoup d'autres exemples, si j'étais patron d'une agence de voyage, je ne serais pas très à l'aise non plus. Qui d'entre nous va aller dans une agence de voyage pour prendre un billet Quimper-Paris? Personne. Même ma grand-mère se servirait aujourd'hui en 3 clics d'Internet, de Google pour prendre son billet de train ou d'avion. Et donc le métier d'agence de voyage est un métier qui, comme le métier de libraire, sera en très grande difficulté dans les années qui viennent. Et donc on a là, vous voyez, à l'intérieur même du monde de l'entreprise, et c'est ni l'État ni la CGT, si je continue à tenir ce discours, encore une fois pour être compris, ça n'est ni l'État ni la CGT qui bloquent, c'est à l'intérieur même du mouvement du capitalisme que le problème se pose. Les libraires sont des chefs d'entreprise, les patrons d'agences de voyage sont des chefs d'entreprise. Et ils n'aiment pas ces innovations, qui, encore une fois, regardez ce qui se passe avec les taxis et les VTC, c'est la même chose. Avec Uber, avec Allocab, etc., c'est le même problème. Les innovations, évidemment, dans un premier temps, elles produisent de la décroissance du chômage. Et je disais des inégalités parce que dans le monde dans lequel nous entrons, malheur aux non-diplômés. Pour nos enfants, les diplômes sont devenus absolument cruciaux pour entrer dans la vie active. Dans les années 60, mon ami Nicolas Bouzou, jeune économiste talentueux et brillant, montre ça très bien dans son dernier livre. Dans les années 60, 10% des non-bacheliers étaient chômeurs. Aujourd'hui, c'est 50%. Et donc, non seulement il faut le bac, mais le bac, ça sert à rien. Le bac, il faut l'avoir, ça sert à continuer. Mais soyons clairs, je ne veux choquer personne, mais pour ne pas avoir le bac aujourd'hui, il faut faire la demande. Bon, elle a reçu à 90% ou pas loin. Et donc, le bac ne sert qu'à continuer. Et donc, le bac ne vous suffit pas à rentrer dans la vie active. Et donc, on a un phénomène qui est très frappant, c'est que nos enfants restent à la maison de plus en plus longtemps. Tenez-vous bien, alors le record d'Europe c'est l'Espagne évidemment, mais les Espagnols restent, les jeunes Espagnols, enfin quand je dis jeunes, ils sont plus si jeunes que ça, en moyenne, alors j'ai fait un rapport là-dessus avec Nicolas Bouzou, un rapport que j'avais rendu à François Fillon quand il était Premier ministre, donc c'est pas très ancien, ça doit être en 2011, eh bien les jeunes Espagnols, tenez-vous bien, quittent le foyer familial en moyenne à 31 ans aujourd'hui, c'est hallucinant. Balzac écrit un livre qui s'appelle « La femme de 30 ans » pour désigner, alors c'était une autre époque, mais enfin, l'entrée quasiment dans la vieillesse. Bon, quand Rousseau, je relisais ça l'autre jour, ça me faisait hurler de rire dans le train, je relisais les Confessions, il tombe amoureux de Madame de Varins. Madame de Varins a 28 ans, il dit elle avait 28 ans, elle avait perdu le charme de la jeunesse. Bon, alors évidemment, c'est encore une fois une autre époque, mesdames, rassurez-vous, mais c'est vrai que, bon, on aurait dit au 19e siècle à quelqu'un que les enfants à 31 ans quittaient le foyer familial, attends, il serait tombé de sa chaise. À 31 ans, vous commencez à mourir. Vous voyez les chiffres que je vous donnais tout à l'heure.
Hein. Et donc on a là quelque chose qui est très frappant, c'est que ce monde technologique, ce monde de l'innovation crée des inégalités. Il faut vraiment aujourd'hui avoir des diplômes pour entrer dans la vie active et si possible des diplômes professionnalisants, des diplômes performants. Donc en tout cas plus que jamais dans l'histoire de France. Hein. Bien sûr il y a toujours des exceptions, heureusement, mais plus que jamais dans l'histoire de France. Donc vous voyez déjà les réticences. Et alors avant, j'ajoute encore une chose parce qu'elle est essentielle, avant que les grandes innovations multi-usages rendent en quelque sorte ce qu'elles ont pris, hein, ce que Schumpeter appelait les synthèses créatives. Donc il y a un moment où Amazon va créer plus d'emplois qu'il n'en détruit chez les libraires, hein, c'est clair. Mais ça peut prendre 20 ans. Et donc, en attendant, ça résiste, hein, comme le chauffeur de taxi résiste au VTC ou au programme, au petit logiciel Uber que vous avez sur votre smartphone si vous êtes dans une grande ville où il y a des taxis, si je puis dire, clandestins. Enfin, c'est comme ça que les considèrent les chauffeurs de taxi officiels. Et donc, avant que les grandes innovations ne créent plus d'emplois qu'elles n'en ont détruit, il se passe quelquefois 20 ans. Et pendant ces 20 ans, qu'est-ce qu'on fait ? C'est ça le problème. Et vous voyez, là, c'est purement à l'intérieur du monde libéral, de l'entreprise que le problème se pose. Hein. Maintenant, je n'aurai pas le temps de plus, deux exemples, mais on pourrait en donner dans tous les domaines, deux autres exemples. Le domaine de l'information. Prenez le domaine de l'information parce que c'est très frappant. Nous avons maintenant ces petites choses dans la poche qui nous permettent d'avoir, là je l'ai mis sur mode avion, mais je suis sûr que si je défais le mode avion, je vais encore avoir des nouvelles. Ça nous permet d'avoir l'information absolument en continu. Minute par minute, on a constamment des notifications qui arrivent. Bon. Peut-être tout à l'heure, en rentrant chez vous, vous allez dans la voiture écouter en plus France Info, par exemple, donc une station de radio, information en continu. Vous aurez la même chose que sur votre smartphone, mais vous aurez en plus des commentaires, vous aurez en plus peut-être des débats déjà organisés pour donner des points de vue. Voilà, Blaise Compaoré a quitté Ouagadougou, enfin bon, le Real Madrid, je sais pas quoi, sanction envers Zidane suspendue. Bon, tout ça en continu. Ça sera commenté une deuxième fois dans votre voiture si vous écoutez la radio, si vous écoutez France Info, vous aurez la même chose en plus. Et puis peut-être quand vous rentrerez chez vous, vous écouterez iTélé ou BFM ou LCI et vous aurez une troisième fois la même chose. Comment voulez-vous... Et c'est la logique de l'innovation évidemment. Hein, c'est la logique du scoopisme, c'est la même. Hein. Et donc comment voulez-vous que ça ne change pas le métier d'un patron de journal papier, quotidien ? Hein, que ce soit Ouest France, Le Figaro, quelque journal que vous voulez, il ne peut pas vous resservir demain matin une quatrième fois ce que vous avez déjà eu toute la journée. Donc qu'est-ce qui fait le patron du Figaro ou le patron d'Ouest France ? Il est obligé de remplacer ce que faisait l'hebdomadaire. C'est-à-dire il fait des papiers plus longs, des commentaires. Peut-être que, je ne sais pas, il va demander à Jean d'Ormesson de commenter la prestation télévisée de Sarkozy ou de Juppé ou que sais-je, ou de Manuel Valls ou de François Hollande, parce que ça vous intéressera peut-être davantage d'avoir le point de vue d'une signature, comme on dit dans la presse, d'un grand intellectuel, d'un grand écrivain comme Jean d'Ormesson, plutôt que d'avoir le papier d'un journaliste inconnu. Bon. Et donc, du coup, quand l'hebdomadaire arrive jeudi ou mercredi ou vendredi, il arrive comme les carabiniers. Il est carbonisé, l'hebdomadaire. Vous aurez des plans sociaux dans les hebdomadaires, inévitablement, dans les années qui viennent, comme il y en aura chez les libraires, et pour les mêmes raisons. Parce que cette logique de l'innovation permanente va évidemment bouleverser complètement la logique de la presse. J'ajoute une chose, c'est que non seulement dans la presse papier, on a la concurrence de l'info en continu, mais on a deux autres concurrences qui sont elles aussi liées à des innovations et qui font que la presse papier va probablement disparaître ou en tout cas être complètement réduite, balayée, modifiée dans tous les sens possibles et imaginables. Deux autres innovations qui viennent bouleverser la presse papier, évidemment les tablettes, ces petites choses, ou les phablettes, l'iPhone 6 qui est plus large, le Galaxy 5, etc., où on peut vraiment lire la presse, on a même les mosaïques de la presse pour des bouquets pas très chers, et donc on peut lire la presse intégralement sur sa phablette ou sa tablette ou son iPad ou autre. Donc les tablettes, le numérique va aussi remplacer la presse papier, mais également, il faut savoir, parce que le modèle économique de la presse, notamment des hebdomadaires, le modèle économique de la presse, c'est quand même très très largement, pour l'essentiel, la publicité.
Or, la publicité, elle part sur Google aujourd'hui, où elle est beaucoup, beaucoup moins chère et plus efficace. Et donc, la presse, elle est triplement concurrencée par des innovations qui, aujourd'hui, la mettent en très grande difficulté. Là encore, qu'est-ce qu'on fait en attendant? Est-ce qu'on laisse les journaux crever? Est-ce qu'on les aide? Grande question sur laquelle je reviendrai dans ma conclusion. Donc vous voyez qu'on a là des logiques qui aboutissent à un effet pervers dans la presse, dont les journalistes ne sont pas responsables, ils sont plutôt les victimes de cette logique de l'innovation destructrice, donc du scoopisme généralisé. Comme disait Peggy déjà, le journal de la veille est plus vieux que l'Odyssée d'Homère. Et donc on est obligé d'innover. Qu'est-ce que ça a comme effet pervers qui suscite d'ailleurs des réactions d'hostilité, puisque les journalistes sont, avec les politiques, les deux professions les plus détestées, méprisées de France. Pourquoi? Parce que cette logique de l'innovation permanente, elle a un effet pervers qui est évident, c'est que dans la presse actuelle, et encore une fois, ce n'est pas une critique de la presse, c'est un constat dont les journalistes ne sont pas responsables, mais l'innovation est plus importante que l'important, c'est ça qu'on vit. Le nouveau est plus essentiel que l'essentiel. Du moment que c'est nouveau, c'est vendable, mais le nouveau n'est pas forcément important. Le nouveau peut être absolument sans intérêt. Bon, je sais pas, aujourd'hui, la maison de l'ORTF, comme on l'appelait dans mon enfance, a brûlé. Bon, je suis navré pour les journalistes qui y habitent, mais enfin, c'est pas un événement majeur par rapport à ce qui se passe aujourd'hui au Kurdistan, par exemple. Bon, mais on va vous en parler. Ou je sais pas, l'autre jour, Emmanuel Macron, vous vous souvenez, a sorti quelque chose qui était peut-être maladresse, mais enfin qui n'avait pas grand intérêt, sur le fait que les dames qu'on mettait au chômage dans une entreprise, on ne pouvait pas leur demander de passer le permis de conduire pour aller à travailler à 100 km de chez elles parce qu'elles étaient illettrées. C'était peut-être un peu maladroit de dire ça, mais enfin c'était totalement vrai et ça n'avait absolument aucun intérêt. Surtout, Or, on a fait pendant 4 jours, 5 jours des débats, des pour-contre dans la presse qui c'est complètement ridicule. C'est epsilonesque comme sujet. Ça n'a aucun intérêt, aucun. Voilà. Et donc, le nouveau remplace l'important. Et c'est ça qu'on vit évidemment dans la presse en permanence. Alors, je voudrais quand même vous donner un autre exemple, parce que, je prends quand même 3 minutes encore sur la presse, parce qu'on est dans une société tellement médiatique que c'est quand même important. Du coup, la presse, elle repose aujourd'hui, notamment la radio. C'est-à-dire plus un média est rapide, plus il est chaud, comme on dit, plus il est obligé d'innover en permanence et donc de laisser de côté ce qu'il a dit la veille. Or, quand vous écoutez la radio, c'est très frappant, elle est obligée pour trouver de l'audimat, puisque la logique des sociétés modernes capitalistes, c'est la logique de l'audimat généralisé. Il faut trouver de l'audience, il faut trouver des clients, qu'on ait des lecteurs, des électeurs ou des spectateurs. La logique de l'audimat est universelle, hélas. Et donc, pour trouver des auditeurs, par exemple à la radio, il faut bien sûr s'appuyer fondamentalement, et là je vous donne une clé de compréhension du monde médiatique qui, je crois, est très très performante, si je puis dire. Il faut s'appuyer sur ce que Tocqueville appelait les passions démocratiques. Ça veut dire quoi, les passions démocratiques? Malheureusement, ce n'est pas les passions pour la démocratie, non. Ce sont les passions les plus communes. Ce sont les passions qui traversent les peuples, l'opinion publique, comme on dit. Et donc, quelles sont les passions les plus démocratiques? Il y en a essentiellement 4. Ce sont des passions pas très sympathiques, en vérité. Et d'ailleurs, on pourrait les indexer sur les grands courants politiques. C'est très caractéristique. Par exemple, la passion qui anime le Front National, contrairement à ce qu'on dit bêtement à gauche ou dans la droite molle depuis des années, c'est pas du tout la peur, c'est pas vrai. Marine Le Pen et son père sont les gens les moins peureux que j'ai rencontrés dans ma vie. Et là, c'est même le problème, ils n'ont peur de rien. Mais en revanche, ils sont animés par la colère en permanence. La passion qui anime les lecteurs du Front National, c'est beaucoup plus la colère que la peur. Colère contre le plombier polonais, colère contre le type qui a brisé la fenêtre et qui est venu voler quelque chose, mais c'est la colère. Marine Le Pen, elle est en colère en permanence.
la passion qui anime l'écologie fondamentaliste. En tout cas, il y a plusieurs écologies. Mais les grands films éco-catastrophiques, en revanche, s'appuient sur la peur. C'est une passion très forte. On essaye de faire peur. Dans toute la tradition philosophique de l'écologie ou dans les grands films de Nicolas Hulot, d'Al Gore, de Yann Arthus Bertrand, etc., il s'agit de faire peur pour qu'on prenne conscience des menaces qui pèsent sur l'environnement ou sur le monde. Bon, la passion qui anime l'extrême gauche, le camarade Mélenchon, c'est évidemment l'indignation. C'est très proche de la colère, mais c'est pas tout à fait la même chose. L'indignation est une passion extrêmement forte. Jean-Luc Mélenchon, il est indigné en permanence. Ça se voit sur son visage même. Bon. Et il est toujours en train de râler, il engueule les journalistes. Bon. Et donc, c'est très proche de la colère. C'est-à-dire, il y a une proximité très grande entre les extrêmes. Et certainement, la passion la plus puissante, c'est la jalousie, l'envie. Dans le monde de l'égalité, l'envie, la jalousie sont des passions extrêmement fortes. Je n'aime pas les riches. J'aime beaucoup la formule parce que, en vérité, c'est jamais son argent à soi qu'on n'aime pas. C'est toujours celui des autres. Et donc, on n'a jamais vu de manifestation demandant à être moins bien payé. Je ne pense pas en voir d'ailleurs avant de quitter ce monde. Et donc, je n'aime pas les riches. C'est vraiment le symbole de l'envie, de la jalousie, qui est quand même une passion extrêmement puissante. Bon. Et donc, la presse repose sur ces passions démocratiques et sur l'innovation permanente dans la recherche de ce qui excite ces passions démocratiques. C'est vraiment son fonds de commerce fondamental et c'est presque mécaniquement, automatiquement obligatoire. Peut-être un dernier exemple qui nous entraînera plus loin, mais qui est assez fascinant lui aussi, avant de conclure. Là aussi, il faut bien voir que on a vécu un XXe siècle d'innovation et de rupture avec la tradition comme jamais dans l'histoire de l'humanité. Parce qu'il n'y a pas d'innovation sans rupture avec la tradition, c'est la même chose. Quand vous innovez, comme je l'ai dit au commencement, vous rendez obsolète tout ce qui est ancien. Mais là où ça devient vraiment intéressant de généraliser l'idée de Schumpeter, c'est que, comment dire, il ne s'agit pas simplement de rendre obsolètes des objets, l'ordinateur de la génération d'avant, ou l'iPhone ou le smartphone de la génération d'avant. Ça vaut aussi dans le domaine des voitures, par exemple. C'est évident que nos voitures sont 1000 fois plus performantes aujourd'hui que celles de nos parents ou de nos grands-parents. Donc il ne s'agit pas simplement d'une logique qui est celle des objets, des voitures, des smartphones, des ordinateurs et autres, mais ça vaut aussi dans le monde moral, dans le domaine de l'art, des mœurs, où ça suscite aussi des réactions très fortes. On a vécu un XXe siècle d'innovation destructrice en permanence sur le plan esthétique et moral. On a cassé la tonalité en musique avec Schoenberg, on a cassé la figuration en peinture avec Kandinsky et Picasso, qui sont les deux vrais pères fondateurs de l'art moderne. On a cassé les règles traditionnelles de la danse avec Béjart, avec Pina Bausch en Allemagne. On a cassé les règles traditionnelles du roman avec le Joyce, avec le nouveau roman, Rob Grillet. On a cassé même les règles traditionnelles du cinéma avec quelqu'un comme Jean-Luc Godard. Et en mai 68, on voulait se débarrasser de ce qu'on appelle les morales bourgeoises, qu'elles fussent d'ailleurs religieuses ou laïques et républicaines. Et donc on a eu un siècle d'innovation destructrice, dont par exemple le mariage gay et le dernier exemple. Moi, ça ne me gêne absolument pas, le mariage gay, je défends même l'idée, ça ne me choque absolument pas. Mais attention, je comprends parfaitement que mes amis catholiques, même pas spécialement réactionnaires, ni même simplement, ou plutôt je dirais simplement orthodoxes ou traditionnalistes, considèrent que c'est une abomination, de même que les juifs ou les musulmans. Mais c'est un exemple aussi dans le domaine moral d'innovation destructrice, parce que évidemment, pour un religieux traditionnel, et traditionnel n'est pas un anathème, c'est pas une insulte, ce type d'innovation qui détruit le modèle familial traditionnel, encore une fois, comme dit Christine Boutin, c'est une abomination. Christine Boutin est une gentille femme, je n'ai pas à lui donner de leçons de morale, juste je ne pense pas du tout comme elle, mais je comprends parfaitement que cette logique de l'innovation destructrice sur le plan moral suscite des réactions d'hostilité très très fortes. Et d'ailleurs qui n'avait pas été prévu. Personne en France n'avait prévu que la manif pour tous aurait un pareil succès. Bon, moi, je n'aime pas ça, mais peu importe. Je comprends. Et j'essaye là, non pas de juger, mais de comprendre. Pareil, je vous donne un dernier exemple et je conclus dans les 8 minutes et demie qui me restent.
qui est fascinant, c'est évidemment le domaine de l'art et de la mode, c'est la même chose. Vous voyez bien que la mode, c'est quelque chose de fascinant parce que la mode, c'est la structure de l'innovation destructrice à l'état chimiquement pur. Ça consiste en quoi la mode? Le seul but de la mode, c'est de démoder. Il n'y a pas d'autre finalité de la mode que de démoder. La mode essaye en permanence de démoder la couleur de l'été passé. On rallonge, on raccourcit, on modifie la longueur des cols de chemise des garçons, etc. Si j'étais arrivé en patte d'éléphant avec des grands cols comme dans les années 70, je serais totalement ridicule. Le but de la mode n'est rien d'autre que d'innover et de démoder, de faire qu'on soit obligé de jeter les vêtements qu'on avait auparavant. Et donc, dans le domaine de l'art, c'est la même chose. L'art contemporain est un art essentiellement de l'innovation et de la rupture avec la tradition. Et vous voyez comme c'est fascinant, qui achète, qui subventionne aujourd'hui l'art contemporain? François Pinault, Bernard Arnault, on en parle beaucoup en ce moment, les grands banquiers, les financiers, Marc Ladreit de la Charrière, etc. Ils ont parfaitement le droit. Mais évidemment, c'est le seul art dans l'histoire de l'humanité qui leur donne raison, parce qu'il a exactement la même structure que leur logique d'entreprise. C'est l'innovation destructrice en permanence. Au fond, entre Jeff Koons et Damien Hirst, qui sont les deux artistes les plus chers du monde, et puis Bill Gates ou Tom Cook, ou le successeur de Steve Jobs, il y a une parfaite homologie. C'est les mêmes. C'est la logique de l'innovation qui rend obsolète ce qui est ancien. Et regardez comme c'est fascinant. Et c'est vraiment le dernier exemple, mais il est lié à ce que je viens d'évoquer. Dans les sociétés traditionnelles, avant le capitalisme, la mode n'existe pas. Il n'y a pas de mode. Le sari indien, il ne bouge pas pendant des siècles et des siècles, peut-être même des millénaires. Le kimono japonais, ça ne bouge pas. La toge romaine, ça ne bouge pas. Hein? Et donc, zéro mode. Et pas non plus d'innovation dans l'art. L'art nègre, ça ne bouge pas. L'art dogon, pendant des siècles, c'est le même. La calligraphie chinoise, si vous n'êtes pas spécialiste, et même en étant spécialiste, vous ne pouvez pas dater deux calligraphies à 1500 ans d'intervalle, c'est les mêmes. Pourquoi? Parce que les sociétés traditionnelles sont organisées à partir du respect des coutumes, des traditions, des anciens, des ancêtres, du passé, temporalité du passé, hein, et elles sont organisées contre l'innovation. Hein, c'est ce que des élèves de Lévi-Strauss, comme Pierre Classe, par exemple, ont montré sur les sociétés amérindiennes, les Indiens d'Amérique du Sud. Le chef indien qui se mêle d'innover est mis à mort. Hein, et donc, non seulement, comment dire, vous voyez comme c'est drôle, non seulement l'innovation est interdite, puisque toutes ces sociétés sont organisées sur le respect de ce qu'on a toujours fait, et l'œuvre d'art est là pour symboliser les valeurs communes, qui sont les valeurs des anciens, de la tradition. Hein. Mais en plus, le plagiat est la règle. Là où chez nous, le plagiat tombe sous le coup de la loi. On est obligé d'innover, on n'a pas le droit de copier. Hein? Donc, vous voyez le croisement de sociétés, des sociétés traditionnelles où l'innovation est interdite et le plagiat est obligatoire. Et chez nous, l'innovation est impérative pour les artistes ou pour les modistes et le plagiat tombe sous le coup de la loi. Ça, c'est typiquement la société d'innovation destructrice. Et donc, deux conclusions, il y en aurait 1000 autres à tirer, mais que faire par rapport à ça? Et voyez, juste, j'espère vous avoir donné une idée du fait que les résistances à l'innovation sont 1000 fois plus profondes qu'on ne le croit. C'est très ramifié. Le militant anti-mariage gay ne sait pas que le mariage gay n'est qu'un effet de la logique de l'innovation destructrice dans les sociétés modernes et capitalistes. D'ailleurs, la preuve évidente en est que si mes grands-parents étaient encore vivants, l'idée qu'on puisse avoir un débat à l'Assemblée nationale et dans tout le pays sur le mariage homosexuel, ça rentrait même pas dans leur scanner, ça n'avait pas de sens, ils seraient tombés de leur chaise. Et de la même manière, d'ailleurs, sur l'évolution positive, là, pour le coup, des femmes. Si j'avais dit, je déjeunais l'autre jour avec une dame, la semaine dernière, d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, non, 15 jours, enfin, peu importe, avec une dame qui est amirale. Il y a deux amiraux, femmes, deux amirales, si je puis dire, dans la marine française aujourd'hui. Si j'avais dit à mon grand-père qui a fait la guerre de 14 que je déjeunerais avec une femme qui commande un torpilleur, mais attends, il serait tombé de sa chaise, il aurait hurlé de rire. De même, si je lui avais dit que une femme avait commandé la patrouille de France. Ça n'avait pas de sens pour mes grands-parents. Pour les vôtres non plus, c'est pareil. Donc ces innovations destructrices, parfois elles sont formidablement positives, mais parfois aussi elles suscitent des réactions d'hostilité qui sont incroyablement fortes.
Et donc, si on n'en a pas idée, relancer l'investissement innovant, c'est pas gagné. C'est pas simplement une question comptable, c'est pas simplement une question d'argent. Et le militant anti-mariage gay, encore une fois, ne voit pas la plupart du temps, lecteur du Figaro, qu'il y a une contradiction qui passe à l'intérieur de lui entre d'un côté son adhésion à la droite libérale et puis de l'autre le fait qu'il n'accepte pas la logique du libéralisme qui est cette logique de l'innovation destructrice aussi dans le domaine moral. Alors que c'est la même logique. Vous voyez, c'est ça qui est fascinant. Donc c'est pour ça que c'est difficile à comprendre. Hein. Donc deux conclusions. Si on veut relancer, l'investissement innovant, alors évidemment, il y a les questions comptables, commerciales, économiques qui sont très importantes, mais il faut aussi réfléchir à ce que les innovations soient utiles et pas futiles. Hein. Quand on invente un soin pour l'hépatite C, oui, ça, alors là, c'est vraiment génial, c'est utile. En revanche, je lisais l'autre jour dans Aujourd'hui en France un article, c'était la une d'ailleurs, les innovations qui vont changer vos vies. Première innovation qui va changer ma vie, un aquarium sans eau. Bon, je ne suis pas sûr que ça me bouleverse. Et remarquez que la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de poissons dedans. Mais tant mieux pour eux. Mais ça ne sert franchement à rien, quoi. Voilà, donc c'est juste des gadgets loufoques qui n'ont absolument aucun intérêt. Donc il y a cette question utile ou futile, je ne la développe pas, mais c'est vrai que dans ces petites choses, on a l'impression que parfois les innovations sont de plus en plus futiles et de moins en moins utiles. Et puis la vraie grande question politique, et ça, c'est la question que devraient se poser ceux qui sont maintenant du côté de Schumpeter. C'est aussi bien à gauche Manuel Valls ou Emmanuel Macron que la droite qui, naturellement, est schumpeterienne. Bon, question cruciale. Quels doivent être les nouveaux rôles de l'État dans cette logique de l'innovation? Arrêtons de parler de crise. C'est pas vrai qu'on vit une crise. Le vocabulaire est absurde. Je l'emploie quand même parce qu'on est bien obligé, mais il est absurde. Nous ne vivons pas une crise. Une crise, ça dure 3 jours, ça dure 3 mois. Ça dure pas 40 ans. Vous vous souvenez, pour ceux qui ont mon âge, déjà cette émission avec Yves Montand, Vive la crise. Ça fait 40 ans on vit d'immenses mutations qui, évidemment, comme elles sont destructrices, créent du chômage en permanence, créent des emplois en permanence, et c'est quelque chose qui ne s'arrêtera pas. Donc, question fondamentale, quels doivent être les nouveaux rôles du politique, quels doivent être les nouveaux rôles de l'État dans cette logique maintenant permanente d'innovation destructrice, de grandes mutations technologiques. Les 2 prochaines, ce seront le big data qui est déjà là, mais les nanotechnologies qui vont complètement bouleverser nos vies. Qu'est-ce que doit faire l'État face à ça? Est-ce que l'État doit intervenir, laisser faire, laisser passer comme le pensent les libéraux? Et s'il doit intervenir comme je le pense moi, pourquoi faire? Est-ce qu'on doit aider la presse? Est-ce qu'on doit aider les libraires? Et comment? Et dans ce contexte-là, par exemple, la formation professionnelle en France, c'est le pur scandale. C'est le scandale absolu. On dépense 32 milliards pour rien. C'est honteux. Alors que dans cette perspective que je décris là, non pas de crise qui n'a pas de sens, mais de mutation gigantesque et permanente, la question de la formation permanente devient absolument cruciale. Le problème n'est pas de défendre des emplois. Comment voulez-vous défendre les emplois des libraires par rapport à Amazon? Qu'est-ce que l'État il peut pas maintenir les emplois des libraires. C'est pas son rôle. Mais en revanche, mettre en place des systèmes de formation performants où on se moque pas des gens comme c'est le cas aujourd'hui, oui. Et que l'argent de la formation, les 32 milliards, au lieu qu'il y en ait 3% qui aillent vers les chômeurs, que l'essentiel aille vers les chômeurs, oui, ça c'est une vraie réforme que l'État devrait conduire. Bien sûr. Et donc, vous voyez, ça pose des problèmes tout à fait nouveaux, parce que ces révolutions-là sont elles-mêmes tout à fait nouvelles. Et donc, la question du rôle du politique, du rôle de l'État, dans ce contexte-là, même un libéral est obligé de se la poser. Et donc, je pense que c'est la question cruciale aujourd'hui, et que si nos politiques n'étaient pas complètement dans les choux comme ils sont aujourd'hui, et notamment à droite, c'est évidemment la question qui devrait être, avec celle de la réindustrialisation de la France, donc du réinvestissement dans l'innovation, ça devrait être la question absolument centrale. À la limite, toutes les autres en dépendent. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir, et je vous remercie de votre attention. Merci.